Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots. Avec Christian Page. Rebonjour Christian. Bonjour Marie-Hélène. Là, on s'en va sur le bord du lac Champlain. Oui, effectivement. Parce qu'on est dans nos éphémérides du mois de juillet. Et en juillet 1977, s'est produit un événement qui va marquer en fait cet univers-là où on chasse des créatures inconnues, fantastiques. Ça s'appelle la cryptozoologie. Donc, c'est la science des animaux cachés. Alors, il y a plein d'amateurs, de gens qui s'intéressent à ces trucs-là. Et on est le 5 juillet 1977. On a un petit couple, le couple Mansi, Sandra et Anthony. Ils ont deux jeunes enfants, âgés d'une dizaine d'années. Ils sont du côté américain? Ils sont du côté américain. Ils ont rencontré de la famille qui se trouve, puis les gens vont probablement bien connaître cet endroit-là. Ils ont rencontré de la famille qui se trouve près de Swanton, juste de l'autre côté de la frontière américaine. Et là, ils habitent le Connecticut. Ils se remettent en route pour le Connecticut. Et un peu au nord de Saint Albans, ils décident de s'arrêter il fait une chaleur torride à ce moment-là. On décide de s'arrêter avec les enfants. La route, en fait, le lac Champlain borde littéralement la route. On décide de s'arrêter pour que les enfants puissent se baigner un peu. Donc, on débarque de la voiture. Les enfants pataugent dans l'eau. Ouais. Les parents, eux, ont les pieds dans l'eau. Et là, Sandra Mansi voit apparaître à quelques mètres de la rive une espèce de grosse forme noire qui bouge dans l'eau. Au début, elle pense à une espèce d'anguille et puis soudain, cette forme noire sort de l'eau et là, elle se rend compte qu'il s'agit du cou d'un animal avec une tête. Pendant que son mari Anthony rappelle les enfants sur la berge, elle a vu ça, donc elle a le temps de courir jusqu'à la voiture. Elle prend son appareil, un petit appareil Kodak Instamatic. Bon, là, ici, on fait une pause pour les plus jeunes qui nous écoutent. Il y a eu une époque où on mettait des films dans des appareils photo avec des négatifs. Et donc, elle court chercher son appareil, elle revient sur le bord de la plage et à ce moment-là, la forme en question est en train de replonger dans l'eau. Elle s'est éloignée un peu, mais Sandra Mansi a le temps de prendre un cliché. Cette photographie que je t'ai amenée ici, donc tu vas voir en question la forme du monstre. Mais on voit quand même assez bien sa tête. Assez bien. Et écoute, je t'ai même amené une tasse où on revoit le monstre en question, tiré également de la photographie de Sandra Mansi. J'aime ça, ces affaires-là. Parce qu'on exploite énormément cette photographie qui est considérée comme la meilleure photographie d'un monstre lacustre de tous les temps. Donc, la photo de Sandra Mansi va un peu être une espèce de pierre blanche dans l'histoire de cette cryptozoologie. Et dans ces années-là, Christian, on peut pas dire qu'elle a photoshopé, là, ça n'existait pas. Non, effectivement. Là, Mais c'est vrai que dans l'histoire de Sandra Mansi, il y a quand même des talons d'Achille, des grosses lumières qu'on doit mettre qu'on doit tenir compte. Moi, j'ai rencontré Sandra Mansi au milieu des années 2000. Je tournais un documentaire pour la télévision québécoise qui s'appelait Force Obscure. On avait consacré un épisode au monstre lacustre. Il y a des petits éléments. Donc, si tu regardes ma photo, tu vas sûrement te dire, il y a donc bien du grain dans ta photo, Christian. Et la réponse est oui, parce que c'est une photo de la photo. Parce que, crois-le ou non, Sandra Mansi soutient avoir jeté le négatif. Donc, on n'a jamais vu le négatif de cette photo-là. Elle tire ses images, elle dit qu'elle fait développer les photos. Là, elle va changer d'histoire au cours du temps. Au début, elle dit « Je tire la photographie ». On était tellement effrayés, moi et ma famille, que j'ai caché cette photo dans un album de photos derrière d'autres photos pour finalement la ressortir qu'au début des années 80. C'est un peu mystérieux. Dans une autre version, elle dit « La photographie, on l'avait mise sur le réfrigérateur pour que les enfants puissent la montrer à tout le monde. » À leurs amis, on disait que c'était un canard de 200 livres. Donc, tu vois un peu, elle change sa version de l'histoire. Mais le négatif, elle l'a détruit. Et elle va accepter de montrer la photo seulement, et la photo sera publiée pour la première fois en 1981, à l'été de 1981. Donc 4 ans plus tard. Et et pas n'importe où, dans le New York Times. Et elle présente cette photographie parce que en 1980, sur les bords du lac Champlain, s'est développé un petit groupe qui s'intéressait au monstre du lac Champlain, une espèce d'association d'amateurs qui cherchaient le monstre du lac Champlain. Et comme la presse parlait de cette initiative, Sandra Mansi sort un peu de l'ombre en disant, voilà, il y a 3 ans, j'ai pris une photographie et elle montre sa photo. Autre problème. Donc, on n'a pas le négatif. Donc, il faut être excessivement prudent. Écoute,
ça fait 42 ans que je fais ce travail-là. Ouais. Donc, rapidement, les lumières s'allument pour moi, là. Donc, dès que Sandra Mansi dit « j'ai jeté le négatif », oui, tu vois une affaire comme celle-là, là, tu jettes pas le négatif. Ben... Donc, là, pour moi, il y a une lumière jaune qui s'allume, là. Hein? Bon, acheter le négatif. Et là, ensuite, quand on lui pose la question, mais où est-ce que tu as pris la photo? Parce que quand les gens qui s'intéressent aux phénomènes mystérieux, étranges, me parlent de photographie, je lui dis, rappelez-vous ceci, il y a des règles à suivre, que ce soit des photographies dites argentiques comme celle-ci, donc avec un film, ou que ce soit des photographies numériques, posez-vous ces questions. Est-ce que vous avez accès aux témoins? Est-ce que vous avez accès à l'appareil photo? Parce que même un appareil numérique va donner des informations par rapport à la photo. Quand elle a été prise, quelles étaient la longueur focale, etc. Tout à fait. Donc, ces informations-là se trouvent dans l'appareil. Est-ce que vous avez accès à l'appareil? Est-ce que vous avez accès à l'endroit où la photographie a été prise pour pouvoir revoir le cadre? Dans le cas de Sandra Mansi, on n'a pas ça non plus. Comment non on n'a seulement pas ça? Elle se jette rappelle le pas négatif. Où elle a pris la photo? Non. Elle ne se rappelle pas à quel endroit elle a pris la photo. Sandra est une maudite menteuse. Quelque part au nord de Saint Albans. Donc, on n'a pas plus de détails que ça. Donc, on ne connaît pas exactement quelle était la largeur du lac. Ouais. On ne connaît pas les circonstances exactes de comment l'image a été prise. Donc, à cause de ça, bien sûr, c'est la photographie la plus célèbre du monstre du lac Champlain. Elle a été abondamment exploitée à la fois dans des souvenirs touristiques. On la retrouve un peu partout. Elle est considérée par les amateurs comme la meilleure photographie d'un monstre lacustre, mais il y a quand même des éléments qu'on doit tenir compte. L'absence de négatif et bien sûr l'absence d'un lieu précis où la photographie aurait été prise. Quand même, Christian, quand je regarde la photo, d'ailleurs, on va la mettre sur le site, le 98.5fm.ca. Il y a quand même quelque chose dans l'eau, là. Absolument. Ce que l'on sait, les experts qui ont analysé la photo, et on parle toujours de l'impression positive, sont unanimes. Il n'y a parce que comme tu l'as mentionné, il n'y avait pas de Photoshop à cette époque-là. Mm-hmm. Donc, il semble apparent que l'image que l'on voit là n'est pas quelque chose de rajouté. Il y avait visiblement quelque chose dans l'eau que Sandra Mansi a photographié. Maintenant, qu'est-ce que c'était? Comme on ne connaît pas la largeur du lac, est-ce que c'est tout près de la rive? Est-ce que c'est plus éloigné de la rive? Est-ce que ça mesure? Est-ce que l'objet en question mesure 30 cm ou est-ce qu'il mesure 3 mètres? C'est ce qu'on ne sait pas exactement. Et comme on n'a pas ces paramètres-là pour analyser la photo de manière objective, évidemment, le doute reste présent. Mais dans la légende, au Vermont, là, on l'a surnommé Champ. Champ, oui, effectivement. On dit qu'il sur la tasse que tu m'as apportée, la Christian, qui mesure entre 15 et 25 pieds de long. Voilà, c'est la photo. Et cette mesure-là vient à la fois des témoignages et vient également d'une analyse qui a été faite par un océanographe, d'ailleurs diplômé de l'université McGill, qui vit aujourd'hui en Colombie-Britannique, qui a été d'ailleurs récompensé par plusieurs prix prestigieux, qui lui s'intéresse aussi à la cryptozoologie. Donc ce type, Paul Leblond, a étudié la photographie de Sandra Mansi et selon évidemment son étude, il arrive à la conclusion que l'objet que l'on voit sur la photo avait à peu près la taille d'une petite voiture, ce qui correspond à peu près au témoignage. Les gens parlent d'un objet de 4-5 mètres de long. Ça pourrait correspondre à ce que l'on voit sur la photo. Mais encore faut-il croire en l'existence de ces monstres. Mais moi, à chaque fois, là, parce que c'est souvent évoqué dans l'histoire du mystère, là, les monstres de lac, je me dis, ils apparaîtraient plus qu'une fois aux 10 ans, tu sais. Ouais. Et ça, tu vois, c'est un peu dans l'imaginaire. On s'imagine que les monstres lacustres seraient des monstres préhistoriques qui auraient survécu, venus d'un autre âge. Le problème, c'est que les gens ignorent souvent que les monstres aquatiques de la préhistoire étaient des animaux qui respiraient de l'air, un peu comme les baleines, donc, comme les cétacés. Ouais. Donc, ce n'est pas une observation du monstre qu'on aurait toutes les 20 ans, mais ce serait 20 observations au moins par année, parce que le monstre, il faudrait bien qu'il sorte à l'extérieur pour respirer de l'air. Donc, ça reste pour l'instant une énigme. Est-ce que oui ou non, il y a des monstres lacustres, ou est-ce que ce sont simplement des erreurs d'interprétation? Parce que tu sais que le monstre lacustre, on le juge surtout parce que l'on ne voit pas. Parce que bien souvent, en surface, on ne voit que seulement une forme. On ne voit pas ce qui est en dessous de l'eau. Alors là, évidemment, c'est la porte ouverte à imaginer toutes sortes de choses. Et le fond de l'eau, c'est quelque chose qu'on commence à peine à explorer. Voilà, et surtout si là, on parle de lac, mais si on va plus loin, on pousse vers des créatures, des monstres marins. Je me rappelle, Cousteau disait, on en connaît plus sur la surface de la Lune qu'on connaît nos fonds marins. Et c'est tout à fait vrai. Ce n'est que depuis quelques années seulement qu'on commence à voir des sous-marins capables de plonger à 4000 ou 5000 mètres de profondeur. Et souvent, ce qu'ils découvrent est
une faune tout à fait extraordinaire que bien souvent on n'avait même pas imaginé. La première fois, on est descendu au fond de il y a une sorte de fosse abyssale qu'on appelle la fosse des Mariannes, qui descend à 36 000 pieds de profondeur. Tu te rends compte? 36 000 pieds de profondeur. Tu prends le mont Everest, tu le mets dans l'eau. À l'envers. Puis il dépasse pas, là. Et quand on est descendu là la première fois dans les années 60 avec une bathysphère, on était certain qu'il n'y avait pas de vie à cette profondeur-là. La pression est tellement élevée. Et pourtant, on a découvert toute une faune dans ces fosses abyssales qui nous ont révélé quelque chose d'extraordinaire. Bon, vraiment très intéressant. Tu sais, des fois, je me dis, le premier gars qui a vu une baleine, là, il a dû se dire, oh mon Dieu, quel monstre marin, tu sais. Les premiers Britanniques qui sont revenus lors de la colonie de la Nouvelle-Galles du Sud, qu'on appelle l'Australie maintenant, les premiers colons, quand ils revenaient en Angleterre puis ils racontaient avoir vu des kangourous, les gens les prenaient pour des menteurs. Une souris géante avec une poche sur le ventre et qui saute dans les champs. Ils vendaient du bon stock. Ouais. Tu comprends? Donc, c'est ça qu'on se disait. Ça avait comme pas de sens, des kangourous. Jusqu'à temps que les premiers kangourous soient amenés en Europe. Et là, on découvre qu'effectivement, c'était une faune qui était bel et bien réelle. Oui, existante, oui. Ah, la musique de Skippy. Il faisait ça, Skippy. Ouais, effectivement. Ah, j'aimais ça, regarder ça, moi, quand j'étais plus jeune. Bon, maintenant, Christian, parle-nous du Carrousel de Washington. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Carrousel de Washington, c'est peut-être un événement qui est peu connu du public et peut-être l'événement le plus marquant, le plus important de toute l'histoire des ovnis. Donc, je te remets un peu dans le contexte. On est en 1952. C'est la guerre froide entre les Américains et les Russes. Mm-hmm. Depuis quelques années, en fait, depuis 1947, l'armée américaine s'intéresse à la question des ovnis. Pas forcément parce qu'ils pensent que ce sont des engins extraterrestres, mais peut-être parce qu'il y a les Russes derrière ça. Ils ont peur aux espions. Voilà, ils ont peur aux espions. Et le projet a changé de nom. Il s'est appelé le projet Sign, devenu le projet Grudge. Et depuis la fin décembre 1951, on a mis en place un nouveau projet Blue Book. Et là, on vivote. Est-ce que oui ou non, on va fermer ça, on va tirer la plug? Tu comprends? C'est un peu comme une patate chaude, cette histoire d'ovni. On sait plus trop quoi faire. Et à l'époque, on appelle ça les soucoupes volantes. Hein, là, donc, on fait quoi avec ça? Et puis, il va arriver ce week-end du 19 juillet 1952. Ce soir-là, vers à peu près 23 heures, des gens voient des lumières au-dessus de la Maison-Blanche. Et là, évidemment, on appelle les services d'urgence, la police, tout ça. Et au même moment, plusieurs aéroports locaux, on parle bien sûr de l'aéroport national de Washington, mais d'autres aéroports locaux, dont notamment le Centre de contrôle du trafic aérien régional, détectent sur leurs écrans radars la présence de ces mystérieuses lumières. Les lumières vont non seulement survoler la Maison-Blanche, elles bougent, et elles sont observées à la fois sur les écrans radars, mais observées également par les témoins au sol. Alors, comme ces objets bougent, ils vont éventuellement voler au-dessus du Capitole et voler au-dessus du Pentagone. Ce sont 3 endroits qui sont interdits de survol en tout temps. Et devant cette situation alarmante, on va en informer l'armée américaine qui vont envoyer des intercepteurs. Donc, on envoie des jets, des F-94 à la poursuite de ces mystérieuses lumières. Et nos pilotes sont ils sont laissés littéralement en plan. Alors qu'ils voient, parce qu'il y a un contact visuel, les pilotes les voient, ces fameuses lumières. Mais ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est. On les détecte sur les radars. On guide même les avions en fonction des éco-radars. Et là, donc, on envoie ces avions contre les objets, mais les objets avec des vitesses extraordinaires, des manœuvres aériennes époustouflantes, vont laisser sur place les F-94. Les avions reviennent à la base. Il est rendu 2 heures du matin. Les damnés ovnis reviennent à nouveau. Nouvelle chasse déclenchée. Encore une fois, les appareils tentent de poursuivre les objets. Ils sont laissés en plan. Alors là, évidemment, vers 5 heures du matin, tout s'arrête, les objets disparaissent, les avions rentrent à leur base. Et là, on se gratte la tête. Mais qu'est-ce que c'est que ces mystérieux objets? Ouais. Alors que l'affaire reste un peu entre deux chaises, on ne sait pas trop quoi faire. Là, évidemment, l'armée interroge les gens du projet Blue Book, ce nouveau programme mis en place. On va faire quoi? Qu'est-ce que vous faites là-dessus? Et crois-le ou non, exactement une semaine plus tard, le samedi suivant, 26 juillet 1952,
une autre répétition exactement pareille. Au même endroit? Donc, exactement au même endroit. La Maison-Blanche, le Pentagone, le Capitole. Encore une fois, les objets sont détectés sur les écrans radars. Nouvelle chasse. Et là, contre ces objets qui volent à plus de 600 000 à l'heure. Donc, les chasseurs tentent de poursuivre les objets qui les laissent littéralement dans la brume. Et je t'ai amené ici, rien que pour le plaisir. Voici la couverture, la une du journal La Presse de l'époque. Et je t'invite à lire un peu ce qu'on en retrouvait. Une vaine chasse à 600 000 à l'heure aux secoupes volantes. Des réacteurs ont vainement poursuivi ces lumières blanches au-dessus de Washington. Ouais. L'aviation Donc, tu vois, décidé à vider cette question, mais est-ce qu'ils ont réussi à élucider l'affaire? Et ce truc-là est tellement énorme que là, tout le monde se pose des questions. Et même le Pentagone est invité à tenir une conférence de presse, pièce d'anthologie. Voici la déclaration de John Samford, le général de l'interarmée de l'époque, des communications de l'armée, qui a pris la parole devant les médias. OK, on l'écoute. I am here to discuss the so-called flying saucers. The Air Force interest in this problem has been due to our feeling of an obligation to identify and analyze to the best of our ability anything in the air that may have the possibility of threat or menace to the United States. In pursuit of this obligation, since 1947, we have received and analyzed between 1 and 2,000 reports. Of this great mass of reports, we have been able adequately to explain the great bulk of them. However, there have been a certain percentage of this volume of reports that have been made by credible observers of relatively incredible things. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit en gros? En fait, là? il dit, on est chargé d'enquêter sur ça. On ne sait pas ce que c'est. Et il dit à la fin, il dit, ces observations rapportées au-dessus de Washington ne sont pas liées à aucun programme militaire américain. Tout ça pour te dire qu'au lendemain de cette observation, la CIA va intervenir et va demander à ce que le phénomène des ovnis soit retiré d'entre les mains du public. Donc, à partir de là, ce que l'on craint, parce que les communications avaient été tellement surchargées qu'on s'est dit, si c'était des Russes, ce serait la bonne façon qu'ils feraient pour pouvoir nous envahir. Donc, la question des ovnis quitte l'armée pour se retrouver dans les services de renseignement. Très intéressant. Et ça, c'était en juillet 1952, l'événement le plus important de l'histoire des ovnis, sans doute. Merci beaucoup, Ça me fait Christian plaisir. Page.